10 juin 2001. Un téléphone sonne dans un appartement tranquille de Californie, mais personne ne répond. 2 jours passent avant que la police n'enfonce la porte et découvre le corps de Mike Mence, sans vie dans son lit, tenant encore un livre. Son frère Ray sera retrouvé mort à peine 2 jours plus tard dans le même appartement. Le médecin légiste conclut à une insuffisance cardiaque. Mais ceux qui connaissaient Mike comprirent que la véritable cause était bien plus profonde. L'amertume, la colère, les guerres qu'il mena contre une industrie qui refusa de le couronner roi. Mike MMA n'a pas seulement perdu des compétitions. Il déclara la guerre au grand nom du culturisme, dénonça tout l'établissement de l'IFBB et s'éloigna de millions parce qu'il refusa de jouer leur jeu. Certains l'appelèrent un génie en avance sur son temps. D'autres le qualifièrent de paranoïaque, d'instable, d'un homme incapable d'accepter la défaite. Mais voici ce que personne ne conteste. Les conflits qui ont défini sa carrière ne lui ont pas seulement coûté des titres, ils l'ont entièrement consumé. La liste des culturistes qui se sont interposés entre Mike et son destin ressemble à un panthéon. Mais il ne s'agissait pas seulement de rivalités sportives. Ce furent des guerres personnelles menées avec insultes, menaces et accusations de corruption qui conduiraient finalement Mike à être inscrit sur la liste noire du sport qu'il avait révolutionné. Lorsqu'on le trouva dans cet appartement, à 49 ans, et avec un poids d'à peine 170 livres, la question n'était pas seulement de savoir ce qui avait tué Mike Mensa, mais qui. Frank Zane, La bataille esthétique, 1979, Mister Olympia. Cela devait être le couronnement de Mike Mensa, le moment où la science et l'intensité détrôneraient enfin l'esthétique et le volume, le moment où une nouvelle ère commencerait. Mike monta sur scène avec environ 225 livres de muscles denses et striés. Son conditionnement était absolument irréel. Chaque fibre musculaire était visible. La séparation entre les groupes musculaires était si profonde que l'on pouvait voir des ombres. Son dos ressemblait à une carte topographique. Ses bras s'élevaient plus haut que ceux de n'importe quel autre dans la catégorie des poids lourds. Puis vinrent les notes. 300 points, un 10 parfait pour tous les juges. La première note parfaite de l'histoire de Mister Olympia. La foule se leva pour l'ovationner. C'était fait. Le titre général était à lui. Tout ce qu'il avait à faire était de battre les catégories de poids plus légers lors de la comparaison finale. Frank Zane entra pour défendre son titre de champion général en titre. Triple vainqueur. Le culturiste originel de l'homme pensant avant l'apparition de Mike. Mais là où Mike apportait masse et densité, Frank apportait fluidité et proportion. Il pesait peut-être 185 livres. Il ressemblait à une statue grecque ayant pris vie, des épaules larges qui s'affinent vers une taille étroite. Chaque groupe musculaire parfaitement équilibré par rapport aux autres. Beauté classique contre densité moderne. L'ancienne garde contre la révolution. Les juges donnèrent la victoire à Frank. Mike Mensa, avec sa note parfaite chez les poids lourds, perdit le titre général face à un homme qui pesait 40 livres de moins. La décision avait du sens selon les standards traditionnels du culturisme. Frank avait de meilleures proportions, une meilleure fluidité et une meilleure présence sur scène. Mais Mike se moquait des standards traditionnels. Il venait de démontrer scientifiquement que son physique était parfait. Les chiffres le disaient, les résultats le confirmaient. Et pourtant, l'esthétique l'emporte sur les données et la philosophie l'emporte sur les preuves. C'est ici que le choc philosophique devint personnel. Frank représentait tout ce que Mike tentait de détruire dans le culturisme. L'idée que plus petit pouvait être meilleur, que la beauté subjective comptait davantage que la masse musculaire objective, que l'on pouvait s'entraîner avec des charges modérées et un volume élevé, et pourtant battre quelqu'un qui poussait son corps jusqu'à l'échec absolu avec des charges lourdes. Frank était élégant. Mike était explosif. Frank souriait et posait comme un artiste. Mike se tenait comme un guerrier, prêt au combat. Il représentait 2 visions totalement différentes de ce que devait être le culturisme. Mike n'explosa pas après cette défaite. Il n'accusa personne et ne fit pas de scandale, mais des proches dirent que quelque chose avait changé. La note parfaite qui aurait dû garantir la victoire ne signifiait soudain plus rien face à quelqu'un ayant de meilleures proportions. Mike avait suivi son système religieusement. Il avait tout fait correctement selon ses principes scientifiques. Et le sport lui disait que ce n'était pas suffisant, que la politique et l'esthétique vaincraient toujours le muscle pur et l'intensité. Frank Zane n'était pas l'ennemi de Mike de la même manière qu'Arnold le devint. Frank ne l'insulta pas,
et n'agit pas contre lui. Mais Frank représentait l'ancienne voie, la voie traditionnelle que Mike passa toute sa carrière à tenter de prouver erronée. Chaque fois que Frank gagnait, il validait l'entraînement en volume plutôt que l'entraînement lourd. Il validait l'esthétique plutôt que la masse. Il validait tout ce contre quoi Mike se battait. Et lorsque vous construisez toute votre identité autour du rôle de révolutionnaire intellectuel destiné à changer le sport pour toujours, perdre contre l'établissement fait plus mal que n'importe quelle insulte. Les juges plantèrent des graines cette nuit-là à Columbus. Des graines de doute, des graines d'amertume, des graines de l'idée que peut-être le sport ne consistait pas à avoir le meilleur physique après tout. Peut-être s'agissait-il de savoir qui jouait le mieux, qui entrait dans le moule, qui mettait les juges à l'aise. Mike Mensah passa l'année suivante à tenter de prouver qu'ils avaient tort. Et lorsqu'il arriva à Sydney en 1980, ces graines avaient grandi pour devenir quelque chose de sombre et d'absorbant, quelque chose qui finirait par le détruire de l'intérieur. Le cauchemar d'Arnold, Sydney, Australie. 4e octobre 1980. La veille de la compétition la plus prestigieuse du culturisme. Les compétiteurs se réunirent pour la réunion de routine précédant le concours. 15 athlètes avaient déjà signé une pétition exigeant l'élimination des catégories de poids, souhaitant une division ouverte où le meilleur physique gagnerait quelle que soit la taille. C'est alors qu'Arnold Schwarzenegger entra dans la pièce. L'homme qui s'était retiré 5 ans plus tôt pour poursuivre la célébrité à Hollywood. Le sextuple champion qui était censé avoir quitté le culturisme, sauf qu'il n'était pas simplement venu commenter pour CBS comme tout le monde le pensait. Il concourait et voulait rétablir l'ancien système de catégories de poids qui lui donnerait un avantage. La pièce explosa. Boyo se leva en gentleman et demanda à Arnold d'expliquer son raisonnement pour justifier le changement des règles la veille du spectacle. La réponse d'Arnold fut brutale. Il dit à Boyer de grandir, le traita de bébé et le congédia comme un enfant faisant une crise. C'est alors que Mike perdit la tête. Il sauta à la défense de Boyer, disant à Arnold que Boyer était respectueux et ne méritait pas d'être traité avec condescendance de cette manière. Arnold tourna son attention vers Mike devant 50 personnes. Les caméras tournaient, le chêne autrichien regarda directement Mensah et dit « Tout le monde savait que Mike avait perdu l'année précédente parce qu'il avait du ventre, parce que son physique n'était pas assez bon. Comme il avait des défauts, Mike Mensah attaqua. Il courut directement vers Arnold Schwarzenegger. Et selon Mike, la légende s'assit réellement, effrayé. Arnold se retira dans un coin tandis que Mike restait debout près de lui, lui pointant le doigt au visage, lui disant que son comportement était répréhensible, qu'Arnold était celui qui devait grandir, pas Boyer. La photographie emblématique de ce moment montre Mike dominant un Arnold assis, et on peut lire sur le visage de Mike une rage pure. Ce n'était plus simplement une compétition, c'était devenu personnel. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Le lendemain, Arnold monta sur la scène de l'Opéra de Sydney, dans un état physique qui surprit tous ceux qui le virent. Il était mou et gorgé d'eau, ses jambes manquaient de définition. Il aurait reçu des injections de cortisone pour une blessure à l'épaule qui le faisait retenir de l'eau et perturbait sa chimie. Frank Zane, le champion en titre, semblait épuisé, mais plus petit que d'habitude après s'être remis d'une grave blessure. Mike arriva avec une taille impressionnante, mais il n'était pas aussi affûté que lors de sa forme parfaite de 1979. Chris Dickerson apporta une symétrie incroyable. Le garçon avait des muscles denses et pleins. Cela aurait dû être l'Olympia la plus compétitive de l'histoire. Une véritable bataille entre plusieurs champions et des étoiles montantes. Arnold gagna. Les juges le placèrent premier avec 295 points. La foule à l'intérieur de l'Opéra de Sydney n'était pas seulement en désaccord. 40% des 2000 personnes présentes huèrent. Elles huèrent Arnold Schwarzenegger, le culturiste le plus célèbre de la planète. L'homme qui avait attiré l'attention du grand public sur ce sport. Chris Dickerson sauta de la scène en criant qu'il n'y croyait pas. CBS Sports, qui avait payé les droits de diffusion et filmé tout l'événement, refusa de le diffuser à son retour aux États-Unis. Il pensait que le concours était truqué, que ce favoritisme avait détruit l'intégrité de la compétition. La chaîne se détourna complètement du culturisme. Mike Mensah termina 5e. Il ne termina pas 4e, où il était à égalité de points avec Boyeko, mais 5e, parce que d'une manière ou d'une autre, les juges décidèrent que Boyer méritait une place plus élevée dans l'égalité.
Mike s'était entraîné pendant 1 an. Il avait perfectionné son système de travail lourd. Il était revenu spécifiquement pour prouver que son approche scientifique pouvait surpasser les méthodes dépassées d'Arnold. Et il avait été enterré par la politique, par des juges qui étaient des amis personnels d'Arnold, par un système qui valorisait la célébrité plutôt que le physique. Le lendemain, Mike Mentzer annonça sa retraite du culturisme compétitif. À 30 ans, avec possiblement le meilleur physique du monde, il s'éloigna pour toujours. Voilà ce dont on ne parle pas. Ce ne fut pas seulement la défaite qui détruisit Mike. Le fait est qu'il savait qu'il avait raison. 4 des 7 juges avaient des liens personnels étroits avec Arnold. La notation n'avait aucun sens logique au regard du conditionnement. CBS refusa de diffuser les images parce que même eux pouvaient voir la corruption. Mike ne perdit pas parce qu'Arnold était meilleur. Il perdit parce qu'Arnold était Arnold. Et dans le culturisme, c'était la seule chose qui comptait. Le guerrier intellectuel qui croyait aux standards objectifs et à la vérité scientifique venait de découvrir que rien de tout cela n'existait dans son sport. Des années plus tard, Arnold appellerait finalement Mike pour se réconcilier. Mais à ce moment-là, debout dans les coulisses à Sydney, voyant Arnold soulever un autre trophée Sandal qu'il n'avait pas gagné, le cœur de Mike Mentz devint de pierre. L'amertume qui, selon Tom Platt, finit par le tuer, commença là même, à l'ombre de l'Opéra de Sydney, en voyant briller une montre volée sous les lumières de la scène. L'IFBB et la politique de l'arbitrage. Mike ne s'éloigna pas du culturisme compétitif après Sydney. Il déclara la guerre à tout l'establishment. L'IFBB, les frères Wilder qui contrôlaient tout, les juges que l'on pouvait acheter, le système qui valorisait les noms plutôt que le physique. Il commença à écrire des articles citant des noms, mentionnant des juges spécifiques qui avaient voté pour Arnold. Il donna des interviews où il décomposa mathématiquement les notes, démontrant l'impossibilité de la victoire d'Arnold sur la base de son conditionnement. Il devint le lanceur d'alerte le plus virulent du culturisme. Le seul homme prêt à dire à voix haute ce que tous, en coulisses, savaient déjà. Frank Zane et Boyeko s'associèrent à lui pour organiser un boycott du Mr Olympia 1981. 3 des meilleurs culturistes de la planète, tous refusant de concourir pour protester contre la corruption dont ils avaient été témoins. Ils encouragèrent d'autres compétiteurs de premier plan à les rejoindre afin de faire bloc et de forcer l'IFBB à se réformer. Certains écoutèrent, la majorité non. Car voici la réalité lorsqu'on affronte l'establishment. Quand vous ne concourez pas, quelqu'un d'autre gagne votre argent, occupe vos couvertures de magazines, construit la carrière que vous sacrifiez par principe. L'IFBB tenta de sauver les apparences. Elle annonça des changements dans le système d'évaluation, de nouvelles méthodes de notation, différentes façons de sélectionner les juges, tout cela conçu pour donner l'illusion d'une réforme sans absolument rien changer à ceux qui contrôlaient réellement les résultats. Puis, Franco Columbu, le meilleur ami et partenaire d'entraînement d'Arnold, annonça son retour à l'Olympia de 1981. Le même Franco qui avait été éloigné de la compétition pendant des années après une grave blessure au genou. Le même Franco qui avait aidé Arnold à s'entraîner pour son retour en 1980. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un message. Columbus, Ohio, 10 octobre 1981. Le concours que Mike, Frank et Boyer avaient boycotté devint un désastre encore plus grand que Sydney. Franco arriva avec un développement massif du haut du corps, mais avec des jambes pratiquement inexistantes selon les standards de l'élite. Tom Platz présenta le développement des quadriceps le plus légendaire de l'histoire du culturisme. Chris Dickerson était ciselé jusqu'à l'os avec une symétrie parfaite. Danny Padilla ressemblait à un super-héros miniature sculpté dans le granit. Le public savait qui devait gagner. Les juges avaient d'autres plans. Franco Columbu fut nommé Mr Olympia 1981 et la foule éclata en huées si fortes qu'elles couvrirent l'annonce. Des gens lancèrent des pièces sur la scène. Les compétiteurs quittèrent la scène écœurés. Roy Callender ignora complètement Franco et félicita Chris Dickerson. Le tableau des scores était absurde. Un juge attribua une note parfaite à Chris Dickerson, tout en plaçant malgré tout Franco plus haut au classement général. Un autre juge avait Franco à la 6e place lors des préjugements, puis le plaça comme par magie à la première place lors du spectacle du soir. Les mathématiques ne tenèrent pas. Le physique ne le justifiait pas, mais Franco avait Arnold de son côté, Arnold avait les frères Wilder, et les frères Wilder possédaient l'IFBB.
Mike regardait depuis chez lui, à la fois vindiqué et furieux. Il avait eu raison sur toute la ligne. Le sport était truqué. Les juges étaient corrompus. Le boycott n'avait rien changé parce que ceux qui détenaient le pouvoir se moquèrent de l'intégrité. Ce qui les intéressait, c'était le contrôle, maintenir leurs stars choisies au sommet, peu importe qui méritait réellement de gagner. Et maintenant, la carrière de Mike était terminée. Sa protestation n'avait servi à rien. Son sacrifice au nom de ses principes l'avait laissé ruiné et amer. Pendant ce temps, Franco empocha 25 000 $ pour un physique qui ne lui aurait pas permis de se classer dans le top 5 de n'importe quelle compétition légitime. Puis vint la liste noire. Les rédacteurs de magazines qui publiaient autrefois les articles d'entraînement de Mike cessèrent soudainement de rappeler. Les entreprises de compléments qui voulèrent son soutien disparurent. Les promoteurs de concours firent clairement savoir qu'il n'était pas le bienvenu aux événements, même comme conférencier invité. L'IFBB avait décidé que Mike Mensah était trop dangereux, trop franc et trop disposé à dire la vérité. Alors ils l'effacèrent, le supprimèrent du récit, s'assurèrent que la génération suivante de culturistes n'entende jamais son nom, sauf accompagné de mots comme amer, paranoïaque ou instable. Frank Zane finit par faire la paix avec l'industrie, revint à la compétition et trouva des moyens de travailler à l'intérieur du système. Boyer fit de même, profitant des opportunités qu'il put saisir. Mais Mike ne le pouvait pas. Toute son identité reposait sur le fait d'avoir raison, sur la supériorité intellectuelle, sur la démonstration que la science et la vérité comptèrent plus que la politique. Trouver un compromis signifiait admettre qu'il avait eu tort de se battre dès le départ. Admettre que jouer le jeu était peut-être plus intelligent que de lui déclarer la guerre. Mike préférait se détruire lui-même, plutôt que d'admettre que l'IFBB n'était pas une personne contre laquelle il pouvait se battre. C'était une organisation, un système, une machine conçue pour se protéger elle-même. Mais les machines sont dirigées par des personnes. Et Mike s'était fait des ennemis de toutes les personnes importantes. Les juges qui avaient voté contre lui. Les Widers qui contrôlaient l'accès au sport. Arnold et Franco qui représentaient tout ce que le culturisme de compétition avait de corrompu. Et le plus dangereux de tous, il était devenu son propre ennemi. Car une fois que vous décidez que le monde entier est contre vous, une fois que vous brûlez tous les ponts et éloignez tous les alliés, vous ne combattez plus l'establishment. Vous combattez votre propre insignifiance. L'héritage et la rédemption. Voici la question que personne ne veut poser. Les conflits ont-ils détruit Mike Mensah ou Mike Mensah s'est-il détruit lui-même ? Car oui, Arnold n'aurait pas dû être autorisé à concourir à Sydney avec seulement 24 heures de préavis. Le jugement fut absolument corrompu. La victoire de Franco en 1981 fut une farce. L'IFBB l'a mis sur liste noire pour avoir dit la vérité. Tout cela est factuellement exact. Mike avait raison sur tout, mais avoir raison ne vous maintient pas en vie. Avoir raison ne paie pas vos factures, ne préserve pas vos relations, et ne donne pas de sens à votre vie une fois que les lumières de la scène s'éteignent. Arnold finit par appeler Mike des années plus tard pour se réconcilier. Ils eurent une conversation au cours de laquelle Arnold reconnut la controverse. Deux légendes parlant de la mauvaise entente qui avaient défini leur carrière de manière différente. Mike accepta l'appel. Ils firent la paix. Mais cet appel téléphonique arriva des décennies trop tard pour sauver Mike de la spirale dans laquelle il était piégé. Lorsque Arnold le contacta, Mike avait déjà passé 20 ans à laisser cette amertume ronger tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. La réconciliation fut significative, mais elle ne put effacer 2 décennies de rage. Frank Zane avança. Boyer construisit une nouvelle carrière. Tom Platz devint un ambassadeur aimé du culturisme. Tous avaient concouru contre le même système corrompu, affronté les mêmes absurdités politiques et été floués par les mêmes juges. La différence, c'est qu'ils trouvèrent des moyens de lâcher prise, d'accepter que le culturisme ne serait jamais la pure méritocratie qu'ils voulaient qu'il soit. Ils s'adaptèrent, ils firent la paix, ils survécurent. Mike ne put rien faire de tout cela, parce que toute son identité reposait sur le fait d'être intellectuellement supérieur à tous les autres. Admettre qu'il devait changer signifiait admettre qu'il s'était trompé. Et Mike Mensah ne se trompait jamais, même lorsque le fait d'avoir raison était en train de le tuer. Mais voici ce que Mike ne verrait jamais. Son système d'entraînement intense, la philosophie dont tout le monde se moquait dans les années 1970 et 1980, devint la base de la façon dont des millions de personnes s'entraînent aujourd'hui. Dorian Yates,
l'un des plus grands culturistes de l'histoire, utilisa les principes de Mike pour remporter 6 titres consécutifs de Mister Olympia. Dorian reconnut ouvertement Mike comme son mentor. Ce travail lourd transforma complètement son approche de l'entraînement. Lorsque Dorian domina les années 1990 avec des muscles denses et granuleux semblant sculptés dans la pierre, c'était l'héritage de Mike. Monter sur scène et gagner tout ce que Mike n'avait jamais pu gagner. La science finit par rattraper les idées de Mike. Les recherches modernes sur le volume d'entraînement, l'intensité, la récupération et la fatigue du système nerveux central démontrèrent que Mike avait raison depuis le début. Les culturistes qui effectuaient des entraînements de 30 séries se surentraînaient. Des séances brèves et intenses jusqu'à l'échec absolu, avec un repos adéquat, produisaient de meilleurs résultats pour la majorité des gens. Le révolutionnaire intellectuel, qui avait été tourné en dérision pour avoir suggéré que l'on pouvait développer des muscles avec 3 entraînements par semaine, au lieu de 6, devint l'homme que tout le monde cite lorsqu'on parle d'efficacité de l'entraînement. Les idées de Mike ne se contentèrent pas de lui survivre, elles conquirent le sport qu'il avait rejeté. Des milliers d'entraîneurs enseignent aujourd'hui les principes du travail lourd sans même savoir d'où ils viennent. Les youtubeurs fitness font des vidéos sur la philosophie de Mike et obtiennent des millions de vues. Ces manuels d'entraînement se vendent mieux aujourd'hui que lorsqu'il était en vie. Le monde du culturisme qu'il avait effacé dans les années 1980 le traite désormais comme un visionnaire, un martyr, un génie en avance sur son temps, exactement ce que Mike avait toujours cru être. À ceci près qu'il n'a jamais pu vivre cette validation. Il est mort en pensant avoir échoué, sans savoir qu'en réalité, il avait gagné sur le long terme. Alors oui, les conflits ont détruit Mike. L'insulte d'Arnold et la victoire volée. La philosophie esthétique de Frank l'emportant sur la densité de Mike. La corruption systémique et les listes noires de l'IFBB. Tout cela contribua à sa chute. Mais Mike se détruisit aussi lui-même, en refusant d'avancer, en construisant toute son identité autour du fait d'avoir raison, en laissant la colère remplacer l'ambition. Le prix d'avoir intellectuellement raison dans un système corrompu, c'est que vous devez quand même vivre dans ce système. Vous devez encore trouver un sens au-delà du simple fait de vous sentir justifié. Vous devez encore laisser le passé derrière vous si vous voulez avoir un avenir, quel qu'il soit. Mike Mensa nomma 6 culturistes qu'il détestait le plus. Mais le véritable ennemi n'a jamais été Arnold, ni Frank, ni l'IFBB. Le véritable ennemi était la voix dans sa propre tête qui lui disait que perdre signifiait qu'il ne valait rien. Qu'on lui vole revenait à définir toute son existence. Qu'il ne pourrait pas être heureux tant que tout le monde n'admettrait pas qu'il avait eu raison depuis le début. Cette voix l'a tué plus sûrement que n'importe quelle maladie cardiaque. Et lorsqu'on le retrouva mort dans cet appartement, il tenait encore un livre, comme s'il cherchait une réponse de plus. Il était déjà trop tard pour la faire taire. Le guerrier intellectuel qui voulait prouver que la science pouvait tout vaincre apprit la leçon la plus difficile de toutes. Vous pouvez avoir raison sur l'entraînement, sur la corruption, sur la politique, sur tout ce qui compte dans le culturisme.